On est très heureux, on remercie beaucoup Patrick Sureau, qui est enseignant ergothérapeute à l'Institut de formation des métiers de la santé à Pellegrin, à l'IMS de Pellegrin, et qui est donc formé en éthique et qui a travaillé pour nous, donc master en éthique. Et voilà, donc on le remercie infiniment et je lui laisse la parole. Eh bien, merci Véronique. Merci aussi à Muriel Raymond qui a organisé ça de main de maître. Je trouve que c'est évidemment une excellente idée que de faire ces cafés éthiques, ces petits moments où on va pouvoir aujourd'hui, sur la base d'un document, discuter, et puis, réfléchir et échanger autour de cet avis 140 du Comité consultatif national d'éthique. Je discute beaucoup de cet avis 140 parce qu'il y a à l'intérieur beaucoup de choses qui, moi, me parlent en tant que clinicien et qui, pour le soin, la santé, évoquent un certain nombre de choses qui me plaisent. L'éthique, évidemment, la relation humaine, bien sûr, l'évolution du soin sous toutes ses formes. Voilà. Tout ça sont des choses que je vais essayer modestement de résumer. Et puis après, je vais essayer de faire ça brièvement, de sorte qu'on garde du temps après pour se questionner, échanger, débattre, opposer des arguments et plus s'y affiner. Un petit rappel sur le Comité consultatif national d'éthique, qui est né en 83 après la naissance par fécondation in vitro du premier bébé éprouvette à Mondeville, je m'en rappelle bien, et qui propose d'avoir une réflexion éthique toujours renouvelée sur des thématiques qui ont perpétué l'évolution, des sujets de société, puis des sujets émergents. Et on voit comment ça s'accélère avec un certain nombre d'autres questions qui se posent, avec par exemple l'intelligence artificielle, tout ce que ça remet en question sur l'éducation, sur la formation, sur la réflexion, etc. Parmi ces missions, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, se propose également de faire la part des choses entre ce qui est possible, et le possible augmente considérablement, et ce qui est acceptable pour l'avenir de l'homme et de la planète. C'est un peu cette petite phrase qu'on retrouve dans pas mal d'écrits, c'est est-ce que ce qui est techniquement possible est éthiquement souhaitable? C'est autour de cette question-là que le CCNE va se proposer de réfléchir, soit à partir de saisines qu'on va lui adresser, soit en faisant ce qu'on appelle des autosaisines. Le CCNE se dit, ce sujet-là nous intéresse, on va y travailler et on va émettre un avis. Bien sûr, ces avis ne sont pas prescriptifs, ne sont pas autorités, mais ce sont des avis, des recommandations, des postures que le Comité consultatif national d'éthique énonce et assume. Cet avis 140, il est présenté comme étant le prolongement de l'avis 137 qui concernait l'éthique et la santé publique, de manière très très large. Là, on va se centrer plus à partir, Véronique l'a dit, de la crise sanitaire due à la Covid, sur toutes les difficultés qui existent dans le système de santé français, qui ont émergé à l'occasion de la pandémie, mais qui préexistaient aussi pour certaines d'entre elles, de ces difficultés, avant la pandémie. Et donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de la pandémie et de la Covid. Il y avait aussi des difficultés dans le système sanitaire français auparavant. Je pense aux équipes qui présentaient un certain nombre de signes de fatigue intense. Bien avant la Covid, dans les services, c'était déjà un peu difficile. Cet avis-là, il est un des avis du CCNE qui a été adopté à l'unanimité. Souvent, dans les avis, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a même, si je ne m'abuse, dans l'avis 139 qui traite un peu de la fin de vie, c'est un avis original aussi parce qu'il y a à la fois l'avis unanime du comité d'éthique et aussi une partie qui montre que dans le comité consultatif, il y avait des personnes qui n'étaient pas entièrement d'accord. Et donc, ils ont aussi publié l'avis de ceux qui ne sont pas entièrement d'accord. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien aussi la volonté de transparence du Comité consultatif national d'éthique. Et voilà, modestement, on va essayer d'en parler un peu parce qu'il y a des choses importantes, me semble-t-il, en germe dans cet avis-là. Et moi, je me disais, ils ont fait quand même, je trouve, un gros travail d'écriture avec des éléments qui, moi, me touchent. Quand on parlera tout à l'heure de la souffrance éthique des soignants, qui se transforme également en souffrance psychique, et ça, on en parlera, avec des issues parfois dramatiques. C'est pas rien.
et pour les soignants et pour nos parents qui vont être malades, pour nos proches qui vont avoir besoin de soins. Je pense qu'il y a des enjeux importants et je me disais, en discuter d'une manière ou d'une autre de cet avis-là, c'était aussi l'occasion d'essayer d'aller un peu plus loin. Pas simplement se satisfaire de la lecture d'un avis, mais également dans cette dynamique qui se propose, hein, c'est le titre, hein, repenser le système de soins sur un fondement éthique, eh bien, cette nécessité de le repenser, donc d'envisager une évolution. Et ça ouvre sur des perspectives, et à partir de cet avis-là, eh bien, je me dis, ben, on ne sera jamais trop d'être plusieurs, si j'ose dire, pour essayer de voir comment ça va pouvoir se décliner concrètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment concrètement on va pouvoir inventer, imaginer, mettre en place, construire des solutions qui feront en sorte qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges que ceux qu'on connaît maintenant. Le contexte de cet avis-là, c'était bien sûr le contexte de l'aggravation, non pas du déclenchement, mais de l'aggravation de la crise du système hospitalier par la pandémie de la Covid-19. Encore une fois, un certain nombre de difficultés qu'on connaît bien préexistaient à la pandémie. Et puis, contexte aussi dans l'idée que le CCNE se propose d'engager une réflexion et de la poursuivre, et de la faire avancer, de la faire évoluer le plus loin possible, avec l'appui d'un maximum de personnes. Je vais vous en proposer un résumé. Il y a 53 ou 54 pages. Lisez-le. On ne va pas en faire la lecture intégrale ici, ce serait beaucoup trop long. J'ai essayé d'en faire ressortir des éléments qui me paraissaient importants. Pas les seuls, hein, il y en a d'autres. Et donc, on fera juste un résumé du résumé. Il dit que le système de soins connaît une crise systémique. Crise systémique, alors parfois, je sais que dans certains domaines, le mot systémique fait un peu peur. On en reparlera aussi tout à l'heure, parce que ça s'oppose, la pensée systémique s'oppose à une autre pensée bien présente en médecine, qui est aussi la pensée cartésienne. Et on verra comment ces deux pensées, en s'affrontant, ont peut-être aussi amené à un certain nombre de blocages. Crise systémique parce que ça touche toutes les parties, toutes les composantes qui organisent ce système de santé. Cette crise systémique, elle trouve pour une part son origine dans une approche de la santé qui a été focalisée depuis plusieurs années sur le cure, sur le soin technique, sur la technicité dans la santé, plutôt que sur le care, le prendre soin, la relation, le temps passé au lit des patients. Le cure, le geste technique, on a connu une évolution assez importante, rapide et efficace des différentes techniques, que ce soit au niveau de l'appareillage, avec maintenant des prothèses implantables, commandées par la pensée, avec des robots chirurgicaux, avec l'amélioration des techniques de greffe, enfin, beaucoup de choses qui ont apporté des bienfaits incontestables pour la santé des gens. Sauf que ce développement rapide du cure, du geste technique, du soin technique, s'est fait, en tout cas c'est ce que le CCNE énonce, c'est fait aux dépens de la relation humaine et de l'attention portée aux personnes soignées et à leur entourage. Un autre élément qui peut aussi permettre de comprendre comment cette crise s'est déclenchée, c'est qu'il y a une pratique gestionnaire inspirée du privé qui s'est installée dans le soin. Alors, la T2A, non pas qu'elle soit mauvaise en soi, mais que la T2A probablement a connu un mésusage. On n'a probablement pas bien utilisé la tarification à l'activité, qui nous a entraîné plus encore dans une logique économique au détriment, encore une fois, de la relation. Il fallait faire de plus en plus d'actes, être plus productif, produire du soin, mais au dépend de la qualité relationnelle qu'on pouvait apporter aux patients et à leur entourage. Enfin, un autre élément aussi, probablement qui joue un rôle important dans cette crise, c'est que les acteurs de la santé, que ce soit les soignants comme les soignés, ne sont pas valorisés. Une très belle image. Je ne vais pas commenter plus que ça. La valorisation des métiers de la santé, c'est assez clair. Donc, ce système de santé s'est focalisé sur le cure, pas assez sur le care, c'est beaucoup trop inspiré d'une logique économique, ne valorise pas assez les soignants, et puis se montre aussi être un système un peu rigide, qui a du mal à s'ajuster aux besoins nouveaux de la population en termes de santé. Le CCNE
Alors, détaille encore plus tous ces éléments constitutifs de la crise et affirme fermement sa volonté de remettre l'éthique et les valeurs au centre de la santé. C'est quelque chose qui vont détailler aussi un petit peu après, mais sur lequel vraiment il se positionne fermement. Vous me direz, c'est le Comité consultatif national d'éthique. Il était étonnant qu'ils disent le contraire. Mais en tout cas, ils expliquent aussi pourquoi ils ont besoin de remettre de l'éthique et des valeurs au centre de la santé. Une phrase qu'on retrouve souvent pour eux, dans l'idée de repenser, de reconstruire, de faire évoluer un système de santé un peu malade quand même en ce moment. L'éthique n'est ni optionnelle ni facultative. Si on ne veut pas retomber dans les mêmes pièges, il va falloir qu'on fasse avec l'éthique. On ne pourra pas faire autrement, sinon on risque de repasser à côté, encore une fois, d'une santé au sens non pas seulement médical, mais au sens plus global, au sens de la définition de l'OMS. La santé, et ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi un état complet de bien-être physique, psychique, etc., etc. Cette condition, l'éthique n'est ni optionnelle ni facultative, elle est indispensable pour que les professionnels retrouvent le sens de leur métier. Alors, vous verrez, dans mon diaporama, à plusieurs reprises, le mot « sens » apparaît, à chaque fois je le souligne. Vous comprendrez après pourquoi. Deux principes éthiques majeurs, annoncés aussi dans cet avis, pour passer d'un système basé sur la production de soins à un système basé sur l'éthique, à s'appuyer sur l'éthique, c'est d'abord un accès égal pour tous au système de santé. On appelle le principe de justice sociale, que tous puissent avoir accès à la même qualité des soins. Et puis, deuxième principe, le respect inconditionnel de la personne. Soigné, soignant aussi, je rajoute. Principe de respect de la personne. Donc, accès égal pour tous, respect inconditionnel de la personne. S'ils affirment ces deux principes-là, c'est aussi parce qu'ils ont constaté que l'accès égal pour tous à la santé n'était pas effectif et que toutes les personnes soignées, probablement, n'étaient pas respectées de la même manière. En tout cas, ils interrogent ces dimensions. Pour ça, ils proposent quoi? Ils proposent trois axes. Un, défendre les conditions d'une vie en bonne santé, c'est-à-dire développer plus de préventif plutôt que rester dans le curatif. Bien sûr, on ne va pas abandonner une bonne fois pour toutes le curatif, on va continuer évidemment à soigner les gens qui ont une maladie. Mais il faut quand même probablement consacrer plus d'énergie, plus de temps, plus de moyens, plus de réflexion à tout ce qui va permettre tout ce qui va nous aider à permettre à la population de rester d'abord en bonne santé, le plus longtemps possible. Après, ils tombent malades, on les soigne, mais de porter notre effort sur le fait de rester en bonne santé. Ça va passer par plein de choses, l'éducation à la santé. Quand on discute avec les étudiants et qu'on leur pose la question de l'accès à la santé pour eux-mêmes, on se rend compte que c'est très difficile. Tous ne vont pas chez le dentiste une fois par an. Quand pendant la pandémie et le confinement, ils avaient des problèmes psychologiques graves, ils n'allaient pas consulter parce qu'il y a toute une éducation à la santé qui fait que ça reste encore péjoratif d'aller voir un psychologue. Et pourtant, pendant cette pandémie, nous, on a eu des étudiants qui, hors pandémie, connaissent une baisse de morale à l'approche des examens de fin d'année, c'est normal. Là, ce n'était pas une baisse de morale, c'était d'authentiques dépressions. D'authentiques dépressions, d'authentiques idées suicidaires et des fois des comportements qui se déclenchaient, du type addiction, etc. Donc, il y avait vraiment une vraie problématique de santé mentale chez les étudiants, il y a encore. Eh bien, ils ne vont pas consulter. Et donc, ça pose un problème d'éducation à la santé. Je prends cet exemple-là parce que je le connais, mais il y a aussi plein d'autres exemples de difficultés d'accès à la santé pour les personnes qui en ont besoin. Là, c'est l'ergothérapeute qui parle, mais il a trouvé dans Bordeaux Centre des cabinets de médecine générale adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il faut aussi, ça c'est un autre axe que le CCNE propose de suivre, préserver le service public, bien sûr, préserver le service public, parce que le service public, c'est un endroit où on soigne tout le monde sans distinction, y compris les pathologies graves, et on sait que parfois dans le privé, pas tout le monde, parce que c'est privé, parce qu'il y a un certain nombre d'autres paramètres qui font que tout le monde n'a pas accès aux soins privés. Le public ne se pose pas la question, on accueille tout le monde et on les soigne du mieux possible, quelle que soit leur origine. On propose aussi de suivre un autre axe qui est une redéfinition systémique de l'organisation du soin. Je vais parfois beaucoup dans des institutions médico-sociales. C'est un petit peu compliqué
parce que dans le médico-social, qui accompagne les personnes qui ont eu des pathologies, des parcours de soins complexes, eh bien, on voit apparaître une dichotomie, une coupure, un trou béant entre le sanitaire et le médico-social, avec parfois des équipes d'accompagnement médico-social qui n'ont aucune notion des pathologies préexistantes, des traitements qui sont mis en place, des effets secondaires des traitements. Et donc, ils sont amenés à travailler, à réinsérer des personnes en situation de handicap qui ont des problèmes, je pense aux patients qui ont des traitements lourds de neuroleptie, qui s'entraînent parfois des conséquences sur la santé en termes de rigidité, de mouvement, et choses comme ça. Eh ben, ils ne savent pas que c'est les effets secondaires d'un traitement. Et donc, ça fait une rupture quand même dans l'accompagnement et dans la prise en charge. Et voilà, il va falloir repenser un peu l'organisation du système de santé pour que tous les acteurs bénéficient des meilleures informations possibles en face des personnes. Redonner du sens et de la valeur. Encore une fois, le mot sens apparaît, ça apparaît souvent là-dedans. Réintroduire le temps de l'écoute des personnes soignées et de leur entourage, de leurs proches. Développer une culture du questionnement éthique intégrée aux pratiques professionnelles. Intégrer une culture du questionnement éthique intégrée aux pratiques professionnelles. On le voit aussi au CHU de Bordeaux, on a mis en place depuis quelque temps déjà une équipe mobile d'éthique clinique qui se propose d'aller directement dans les services, d'intervenir auprès des soignants. Eh ben, bon, on a quelques demandes, mais ce n'est pas devenu quelque chose d'habituel encore dans les pratiques soignantes. Donc, il faut encore et encore affirmer l'idée que la réflexion éthique ne va pas s'opposer aux soins, elle va soutenir la réflexion, elle va faciliter peut-être le questionnement, et puis faire apparaître peut-être d'autres pistes. Enfin, un petit chapitre également sur les technologies numériques. Ils ont expliqué beaucoup que ça avait pris beaucoup de place dans le soin. Bien sûr, on ne va pas tout abandonner, il n'en est pas question. Simplement, ils resituent un peu les choses en expliquant que c'est un outil, la technologie numérique et autres, qui doit permettre de se recentrer sur le patient plutôt que sur la technique, de manière à ce que et le numérique et la technologie ne soient pas notre unique source de préoccupation. Ce n'est pas là-dessus seulement qu'il faut porter notre attention. Il faut qu'on considère comme un outil qui nous aide à mieux prendre en soin les personnes. Une meilleure écoute des différents acteurs. Il faut une dynamique plus forte de la démocratie en santé. Redéfinition des modes de gestion, autonomie des pratiques, développement des compétences, tout ça va devoir être réfléchi. J'étais en discussion avec une infirmière que j'ai connue quand j'étais en service de neurologie adulte. Petit mot à la présidente, puisqu'elle est là, j'en profite, on ne va pas parler avant, mais c'est parce que c'est pour montrer qu'il y a un problème qui existe. Elle était intéressée pour faire un début d'éthique, ce qui est proposé. Eh bien, elle ne peut pas parce que ce n'est pas inscrit dans les formations prévues dans son service. Alors, elle était très étonnée, elle n'a que accompagnement de fin de vie, mais elle ne peut pas accéder au début d'éthique. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à comment les agents dans les équipes ont envie de développer des compétences, et en particulier sur l'éthique, et pas fermer. Oui, parce que j'étais surpris de ça. C'est neurologie, neurologie. Je te dirai. Et puis, il propose, et ça, je trouve que c'est une idée qui est vraiment, vraiment intéressante, l'organisation d'états généraux pour une éthique de la santé publique. Les états généraux pour une éthique de la santé publique qui pourrait se décliner, comme il y a eu un certain nombre de débats publics organisés par les différents espaces de réflexion éthique, localement. On pourrait proposer, organiser, participer à des états généraux, alors petit par petit bout, chacun à notre niveau, mais participer à cette idée de faire des états généraux pour développer l'éthique, et puis dire que l'éthique, ce n'est pas dangereux pour le soin, au contraire, ce n'est pas une option, ça doit être obligatoire. Tous les soignants devraient être sensibilisés au fait qu'au-delà de la technique et des connaissances, il y a aussi l'éthique qui va nous aider à l'appliquer le moins mal possible, si j'ose dire. Réintroduire le temps de l'écoute des personnes soignées, du dialogue avec les personnes soignées, de la réflexion éthique, qu'elle soit individuelle ou collective. Tout ça est aussi un axe prioritaire que la vie 140 présente. Quelques points particuliers au-delà du résumé, c'est que le CCNE, et dans cet avis-là, met en évidence un certain nombre de faiblesses, de dysfonctionnements, de fragilités qui vont poser des questions éthiques importantes
inégalité d'accès aux soins, les conditions de travail qui se dégradent, les déserts médicaux, bon, tout ce qu'on connaît malheureusement bien, qui s'est aggravé. Encore une fois, ça n'a pas été déclenché par la pandémie, hein, ça préexistait. On a tendance à oublier qu'avant la pandémie, les équipes étaient déjà épuisées. Les gens démissionnaient de l'hôpital, enfin, c'était déjà la crise. Il montre bien que tous ces dysfonctionnements-là ont mis les soignants dans une position difficile, dans un état où manifestement, elles n'étaient plus en accord du tout avec les valeurs personnelles et ou professionnelles versus ce qu'on leur demandait de réaliser. Il fallait faire des soins, il fallait faire des piqûres, il fallait faire des injections, et de plus en plus. Et les infirmières, je les ai tout le temps entendu dire, s'asseoir au lit du patient et puis discuter 10 minutes, c'est impossible, on n'a pas le temps. Ça a fait apparaître une souffrance éthique. Cette souffrance éthique, elle apparaît non pas seulement quand les gens ne sont plus en accord avec leurs valeurs, mais cette souffrance éthique, elle apparaît quand les gens ne sont plus en accord avec leurs valeurs personnelles et professionnelles et quand elles n'ont plus la possibilité d'en parler. Quand elles n'ont pas la possibilité d'en parler à qui que ce soit. Et donc, elles se retrouvent toutes seules avec leur tension éthique et elles ne savent pas quoi en faire. Perte de sens. Encore une fois, on retrouve ça. Ça entraîne évidemment des investissements majeurs. Hein. Je crois que la durée de vie, entre guillemets, d'une infirmière à l'hôpital est passée maintenant à moins de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, les jeunes infirmières démissionnent. Pire, non seulement elles démissionnent, mais elles changent de métier. Elles ne restent pas dans la santé. Elles ne restent pas dans le soin. Parce qu'elles sont complètement démotivées, dégoûtées de ce qu'on leur demande de faire à l'hôpital, de la manière dont on leur demande de le faire. Et cette perte de sens, cette disparition du sens profond de ce qu'on peut appeler la vocation soignante, et ben, ça entraîne les gens à partir de l'hôpital. Donc, ça aggrave le manque de personnel, et puis on rentre dans ce cercle vicieux-là qui augmente de façon exponentielle toutes ces difficultés. Cette perte de sens, ce désinvestissement, cette démotivation, c'est ça qui a fait que la souffrance éthique, on connaît un monde des moments dans notre exercice où on n'est plus trop en accord, mais on en discute, on crève l'accès, on prend des décisions, on modifie, on peut gérer ça. Et quand cette réflexion-là, cette discussion n'est plus possible, et bien la souffrance éthique, la difficulté, les conflits qu'on peut avoir se transforment en authentique souffrance psychique. Dépression, angoisse, perte de sommeil, etc., etc. Et puis, le constat aussi est fait que par rapport à toutes ces questions, toutes ces problématiques qui ont émergé, on a constaté une absence totale de réponse satisfaisante, en tout cas. Ça a conduit, bien sûr, à l'aggravation de ces dysfonctionnements. Alors, j'ai parlé beaucoup du sens. Ça, c'est, on sort, pardon, un petit pas de côté, on sort un peu de la vie 140, mais parce que je trouve qu'il parle beaucoup du sens. On est probablement tous d'accord pour dire que le sens au travail, c'est important, que la perte de sens, c'est quelque chose de terrible. Alors maintenant, interrogation orale, c'est quoi le sens? De quoi parle-t-on? L'intérêt. L'intérêt qu'on peut porter. Oui, de l'intérêt. La direction. La direction, très bien. C'est l'adéquation entre ses propres valeurs et celles qu'on nous impose. Oui, c'est ça. Il y en a un, à chaque fois, on l'oublie. C'est la sensation corporelle. Et c'est la perception. Perception. Bon, c'est pas facile, hein. Einstein disait ça à propos du temps. Il disait, si on me demande si je sais ce que c'est que le temps, on dit oui, je sais ce que c'est que le temps. Si on me demande de définir ce que c'est plus compliqué. C'est un peu pareil pour le sens. Einstein. On dit la valeur. Einstein. Alors, le sens, 3 définitions. Je vous propose ça, hein, on retrouve ça, je crois que c'est Éric Delassus, philosophe, qui a proposé ça, mais on trouve aussi dans d'autres écrits. 3 dimensions pour définir ce que c'est que le sens. J'aime bien ça parce que après, ça donne des pistes concrètes pour travailler sur la perte de sens. D'abord, effectivement, la direction. Alors, sens interdit, sens giratoire, des fois le sens qui mène dans une situation un peu compliquée, hein. Sortie seulement, entrée interdite. Comprenne qui pourra. Sans doute, il doit y avoir un autre panneau ailleurs avec entrée seulement, sortie interdite. Sans doute, je ne sais pas. C'est le sens unique. Sens unique, bon, il y a toutes ces. Il y a déviation, direction de la déviation, donc on propose un changement de direction aussi, ça arrive, et puis la boussole pour savoir où on va. Cette direction, partie de la définition du sens, cette direction-là, elle est importante parce que si on ne sait pas où on va, si on n'a pas de direction claire, on ne peut pas faire de projet. Le projet, c'est se projeter, c'est se jeter en avant. Donc, si on ne sait pas
où est l'avant, vers où on va aller, on ne peut pas faire de projet. Donc, définir clairement une direction, c'est quelque chose qui va alimenter, clarifier cette notion du sens. Il y a la sémantique. La sémantique, c'est la signification. Alors, je vous laisse lire ça, j'aime beaucoup cette petite image des oiseaux. Un même mot peut avoir une signification différente. Et selon à qui on parle, comment on lui parle, eh ben, on va se comprendre ou pas. Et bien souvent, on pense qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas parce que les mots, la teneur du message, n'est pas perçue de la même façon qu'il est émis. Et donc, on pense qu'on parle de la même chose, mais en fait, au fond, on ne parle pas de la même chose parce qu'on n'a pas clarifié cette notion de sémantique, de signification. On prend souvent cet exemple-là d'une discussion virtuelle, hein, mais qui est arrivée entre un patient et son thérapeute. Le patient pose des questions parce qu'il a une pathologie, je ne sais pas, accident vasculaire avec une hémiplégie par exemple, et puis il demande alors, docteur, ça va aller? Et le docteur ou le soignant ou l'ergo, ou peu importe, dit oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le patient, de son point de vue avec sa pathologie, docteur, est-ce que ça va bien se passer? Il a en tête quoi? Il a en tête la guérison. Je veux redevenir comme j'étais avant. C'est ça qu'il dit au travers de cette question, probablement. Le soignant, lui, qui connaît la pathologie, qui a déjà vu moult hémiplégiques, il sait très bien qu'il risque beaucoup d'y avoir des séquelles. Et donc, lui, il va avoir dans l'idée les séquelles minimales, pas la guérison. Et donc, et l'un et l'autre vont se donner l'impression qu'ils se comprennent. Ah, ok, alors si ça va bien se passer, alors tout va bien. Le soignant dit, chouette, un patient qui va être compliant. Le patient dit, chouette, un docteur qui va me guérir. Et en fait, on ne se comprend pas. On n'a pas clarifié à partir d'une différence de signification des termes. On pense qu'on parle de la même chose, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Et c'est quand le patient rentre chez lui avec des séquelles, il ne remarche pas, il ne se sert pas de son bras, qu'il se dit, mais le soignant, il m'a raconté des conneries au début. Moi, j'avais compris qu'il allait me guérir. Et le soignant lui dira, non, non, je ne vous ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on allait s'occuper bien de vous, c'est ce qu'on a fait. Et encore, on ne se comprend pas. Donc, la sémantique, très, très important. Être sûr qu'on se comprend. Et puis, la perception, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et parmi ces 5 sens de l'être humain, le plus important, bien sûr, c'est le sens de l'humour. J'ai beaucoup cette image-là, c'est pas mal. Ça remet un peu d'humanité dans le soin. Et aussi parce qu'à ces trois dimensions qui définissent le sens, la direction, la sémantique, la perception, j'en rajoute volontiers un dans lequel peut-être peut s'inscrire l'humour. C'est un peu l'affect, l'intuition, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, tout ce qui fait qu'on va avoir une perception un peu globale. Le sens clinique. Ouais, le sens clinique, la conscience professionnelle, toutes ces situations où vous vous dites « celui-là, je ne le sens pas bien ». Ou au contraire, ah, là, je le sens bien. C'est voilà, quelque chose d'un petit peu indéfinissable, probablement qui concerne un peu ces 3 directions, mais qui font qu'on va avoir cette espèce d'approche un peu de la situation. Donc le sens, très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que quand on parle de perte de sens, d'altération du sens, eh ben, il faut qu'on regarde à quel moment ça déconne. Eh ben, perte de sens parce que la direction n'est pas clairement donnée. Parce que peut-être l'équipe de direction qui a en tête un projet pour l'équipe de soins ne l'a pas explicité clairement pour les agents. Et donc, le sens dans lequel on va travailler, le projet, n'apparaissant pas clairement, on ne sait pas où on va. La sémantique, parce qu'effectivement, quand les gestionnaires viennent parler aux soignants, eh ben, ce n'est pas le même vocabulaire et on ne se comprend pas. Moi, je suis toujours incapable de comprendre le charabia des gens de la direction générale quand il y a des notes de service qui arrivent, il faut que je fasse un effort pour comprendre, parce que ce n'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas ma façon de parler. Et derrière cette façon de parler, il y a une façon de penser. Et manifestement, on ne pense pas tous de la même manière. Donc, quand on s'exprime avec des concepts, avec des modèles en tête qui sont différents, on prend le risque de ne pas se comprendre et donc de ne pas se rejoindre sur la direction et parce qu'on ne perçoit pas non plus les mêmes choses. Creusement des inégalités sociales, encore aussi un axe qui a été relevé dans cet avis 140. Les publics défavorisés ont le plus souffert des mesures pour maîtriser la pandémie. J'ai été effaré quand j'ai lu que l'augmentation de la mortalité en France chez les 40-69 ans pendant la première vague, la mortalité a été 8 fois plus forte chez les personnes nées en Afrique que chez les personnes nées en France. 8 fois plus de gens nés en Afrique, français, nés en Afrique, mouraient
que les gens français nés en France. C'est en 2021, quoi. Ça fait, ça, je sais pas, moi, ça me choque. Ça me pose un problème. Est-ce que c'est vraiment lié à des inégalités sociales ou à des... Peut-être s'ils sont nés en Afrique et qu'ils sont nés tardivement en France, comme c'est un virus de la famille des rhumes, ils ont moins été en contact et avec un système immunitaire moins adapté à ce virus-là. C'est possible. possible. C'est possible. C'est de génétique, la drépanocytose, des maladies qui fragilisent, ou des anémies. Un autre système, une autre façon de je ne sais pas. Enfin, c'est autant d'explications pour éviter de regarder en face nos responsabilités. Aussi. Toutes les interprétations sont possibles. Ils annoncent savoir exactement. Ils annoncent le fait. Après, ils le fait, mais on n'analyse pas les raisons. Il faut y réfléchir parce que les raisons, effectivement, sont importantes. Ils ne sont pas analysées là. Si c'est des raisons constitutionnelles aux gens qui viennent d'Afrique, ça nous évite de nous poser la question de Bien notre sûr, responsabilité. mais il faut pas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les aider, parce qu'il y a des gens très pauvres qui vivent en France et qui auraient pu, on aurait dit, les Français dans des situations très pauvres sont morts 4 fois de façon. Ce qui a été dit aussi, excusez-moi, c'est que, enfin, peut-être pas ici en région bordelaise, mais enfin, à Paris, ces familles étaient regroupées de nombreuses personnes dans un espace extrêmement réduit. Et peut-être qu'il y a plus de pathologies, diabète, etc. En tout cas, ça doit nous servir de leçon pour la suite, c'est-à-dire penser à ces populations-là qui sont peut-être effectivement plus fragiles face à des virus de ce type-là. Complètement. Le CCNE relève une sorte de paradoxe. Alors, on est en train de parler de ça, hein. On a une médecine développée, mais les gens nés en Afrique meurent plus. On voit qu'il va y avoir des bugs. On l'interprète et on en pense on veut, on pourra en discuter après. Le paradoxe, c'est que notre système de santé, techniquement très en avance, très performant, mais en retard sur le plan de la prévention, de l'éducation, de la promotion de la santé, de la prise en charge sociale, de la prise en compte de l'environnement social et professionnel du patient. Encore une fois, on est centré sur la pathologie, on doit soigner des pathologies et on ne s'occupe pas de gens malades. C'est un peu ce qu'ils disent, ce qui est paradoxal parce qu'on a un système extrêmement développé du point de vue des médicaments, du point de vue des machines, du point de vue de la technique, mais on est mauvais sur la relation avec les gens qu'on est censé soigner et pour lesquels on est censé améliorer la qualité. On parlait du virage ambulatoire et ça pose des questions aussi de virage ambulatoire. Bien sûr, ça libère des lits à l'hôpital. Bien sûr, c'est en concordance avec l'amélioration des techniques opératoires. Mais quand même, moi j'ai connu l'époque, pourtant je ne suis pas vieux, je ne souffrais aucun commentaire. Merci. Il est très jeune. J'ai connu le moment où les gens rentraient à l'hôpital pour se faire opérer d'une prothèse totale de hanche, et puis ils restaient 3, 4, 5 jours, une semaine, et puis on les aidait à remarcher, à relever, etc. Aujourd'hui, on se fait opérer le matin, l'après-midi, on est à la maison. Et l'accompagnement, la reprise de confiance, les craintes, tout ça, ça se fait à l'extérieur. De la personne, c'est pas facile de se faire opérer. Ben ouais. Donc, techniquement, c'est nickel. Par contre, en termes d'accompagnement, on voit que là, il y a un manque qui se crée parce que la population a besoin qu'on s'occupe d'elle. La formation des acteurs, de toute façon, de la santé est essentiellement, majoritairement axée sur la réponse à la pathologie. J'en discutais pas plus tard que ce matin avec une collègue qui me disait qu'elle a été sollicitée pour aller dispenser une formation à l'IFSI, à l'école d'infirmière, sur la manutention des malades. Le fait de prendre un patient dans son lit, de le mettre dans un fauteuil, de le mettre de son lit sur une chaise, bref, de le faire changer de place, les patients qui sont dépendants. Sur le cursus infirmier de 3 ans, elle doit intervenir 3 heures, uniquement 3 heures. En ergothérapie, on a une formation qui fait à peu près une 40aine d'heures, qu'on appelle l'aide à la mobilité, pour voir toutes les possibilités, toutes les machines, tous les outils qui existent, etc. 3 heures pour les infirmières, et après, ils n'en parlent plus pendant les 3 ans d'études. Alors, non, parce que je pense que les lieux de stage, justement, servent à des passages d'information et justement, où on leur explique tout l'intérêt de l'importance de la manutention. Tout à fait. Manutention.
Et surtout dans l'intérêt de faire en premier d'abord attention à soi. Là, tout simplement. Alors après, c'est là où ça rajoute un petit peu d'aléatoire, parce qu'en fonction du parcours de stage de l'étudiante, elle aura accès ou pas à cette formation sur le terrain. Et selon qu'elle va en réanimation, où là, il faut faire vraiment effectivement attention à son dos, on bouge beaucoup de patients, ou qu'elle va dans un service de prélèvement où il y a moins peut-être de manutention à faire, eh ben, les infirmières ne vont pas sortir avec le diplôme d'État avec le même niveau de formation. C'est là où peut-être qu'il y a des fois aussi un bug qui se crée. Mais je ferai la même critique, et je parle sous le contrôle des médecins, sur la formation en éthique des médecins, hein, qui, pour l'instant, dans le cursus initial, n'est pas très, très important, si je ne m'abuse. Que les infirmiers, Que les ergothérapeutes. Et que les ergothérapeutes. On est bien d'accord. Donc, je jette la pierre à personne, hein, simplement, ça montre qu'il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements ou de choses qui ne sont pas établies et qui montrent que la formation des acteurs de la santé, qui est beaucoup centré sur le soin de la pathologie, au détriment de la relation, de la discussion, de la réflexion avec les proches, les parents, les collègues. Ça se fait, hein, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est insuffisant. Il y a un décalage, un déséquilibre qui s'est créé entre la dimension technique et puis la dimension relationnelle. Et puis, altération du rapport au temps. Le temps des soignants croise de moins en moins le temps des malades. On a moins de temps de discuter, hein, mais on l'a vu aussi en ergothérapie. Moi, j'ai connu l'époque où les personnes d'un accident vasculaire rentraient dans le SSR, restaient 2-3 mois. Et quand il y avait un certain nombre d'indicateurs qui nous permettaient de dire il peut rentrer chez lui avec des aides techniques, on prenait le temps. On avait 2-3 mois, on faisait un accompagnement, une rééducation. Maintenant, il y a un certain nombre de services comme ça de SSR où c'est sous forme de séjour pour 15 jours. Et puis ça part. Et bon, alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien le reste du temps, hein, mais le réseau de prise en charge de l'accompagnement en libéral, ce n'est pas la même chose qu'en institution. Et puis, il est soumis au problème des déserts médicaux au sens large. Exactement. C'est-à-dire, si vous avez la chance d'être dans un endroit relativement bien doté, en kiné, en orthophoniste, en ergo, etc., ça va. Mais quand on est dans un petit trou de campagne où le premier kiné est à 50 km, c'est un peu embêtant, quoi. Monsieur Mujik, il habite à Étolier ou à Régnac-de-Blaye, c'est le village où j'habite, il y a 500 âmes, il y a un kiné pour tout le canton, il est Mujik pareil, mais il n'y aura pas les mêmes. Il y aura des visites à domicile, on le fait marcher autour de la table, et puis ça, c'est la réalité du soin libéral dans certains endroits. S'il est au centre-ville de Bordeaux, voilà, il y a le tram, c'est adapté, il y a l'orthophoniste pas loin, il y a le kiné, et ça, c'est plus simple. Et ça montre aussi un problème d'inégalité d'accès aux soins. Prise de confiance également, il y a eu un certain nombre de problématiques. Moi, je retiens de la pandémie quelque chose que je n'avais pas forcément en tête aussi clairement, hein, qui est le désaccord du corps médical. On a vu ça monter, les pros et les anti. Et alors que la médecine, pour moi, le corps médical était globalement d'accord. Et puis, on pouvait leur faire confiance parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Et là, on a vu que on ne savait pas trop. Certains médecins disaient oui, vaccinez-vous, d'autres disaient surtout pas, ça va vous créer des saloperies après. Et la population s'est retrouvée en difficulté pour prendre des décisions par rapport à la santé, parce qu'avant, on se reportait effectivement sur le corps médical. On a vu qu'il n'y a pas eu de consensus. On a vu que les gens, quand ils ne trouvent pas la réponse claire, satisfaisante chez leur médecin, ils vont voir sur Internet. On a vu aussi comment l'écho médiatique a joué un rôle important. Et tout ça a fait ressurgir l'ultra-crépidarianisme. J'adore ce mot. Je le place dès que je peux. L'ultra-crépidarianisme a été élu mot de l'année 2022 en Belgique, figurez-vous. Ouais. Ultra-crépidarianisme, comme dit Sylvain, je me suis beaucoup entraîné pour le prononcer sans bafouiller. On a entendu ça pendant la pandémie, lors d'une interview d'un monsieur qui s'appelle Étienne Klein, qui est philosophe des sciences, et qui a réactualisé un peu ce terme-là, et qui raconte, on trouve ça dans un écrit de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien décrit la situation, il y a un texte dans lequel il y a un peintre qui fait un tableau, pas un personnage, passe un cordonnier. Le cordonnier lui dit, peintre, tu t'es trompé sur la sandale. La sandale, tu l'as mal dessinée parce que ces sandales-là, la boucle, elle est plutôt comme ça, et puis la sangle, elle passe ici. Le peintre dit, merci.
Et le peintre corrige la sandale. Un jour se passe, 2 jours se passent, 3 jours. Le peintre continue son tableau, le cordonnier repasse. Le cordonnier lui dit, peintre, excuse-moi, hein, si je peux me permettre, je trouve que les cheveux là, ils sont pas bien parce que l'éclairage vient d'ici. Le reflet, tu devrais plutôt le faire comme ça. Et là, le peintre lui dit, sous tort, né supra crepidam, cordonnier, pas plus haut que la sandale. L'ultra-crépidarianisme, ça vient de là, né supra crepidam. L'ultra-crépidarianisme, c'est quand on donne un avis d'expert sans avoir l'expertise du sujet. Et donc, on a vu à la télé tous ces hommes politiques qui commençaient leur discours comme ça. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est juste une petite grippette. Ah non, si tu n'es pas médecin. Et même les médecins. Et même les médecins, des fois, nouveau, on a vu des gens qui n'étaient pas du tout infectiologues ou épidémiologues, etc. On a vu, je sais pas, les médecins d'une spécialité complètement étrangère à la transmission des virus qui donnaient leur avis d'experts. Les infectiologues étaient peut-être les plus simples du coup. Oui, vous voyez bien. C'était la merde. On ne maîtrise pas. Complètement étonnant. C'est ça. Ultra-crépidarianisme. J'adore ce terme. Il y a eu également une gestion dysfonctionnelle du système de soins avec une logique essentiellement économique, encore une fois, un mésusage de la tarification à l'activité. Les soins techniques ont été privilégiés au détriment d'actions essentielles, mais consommatrices de temps. Accompagner les gens, mettre en place une réflexion éthique dans une équipe, tout ça, ça prend du temps. Ce n'est pas la même temporalité que le soin. Le soin, oui, quand il y a une hémorragie, bien sûr, il faut opérer, il faut arrêter l'hémorragie, on est bien d'accord. Mais dans l'organisation du soin, il faut aménager absolument, parce que c'est indispensable à la qualité du soin, un temps où on peut se poser et réfléchir au sens de ce qu'on est en train de faire. Sinon, on fait des actes, on multiplie. Alors, bien sûr, il y a les sous qui arrivent, mais en termes de qualité, on n'est pas tout à fait satisfait de la prestation qu'on propose aux gens qui viennent nous voir pour les soigner. Remettre l'éthique au cœur de la santé, eh bien, une médecine avec une faute que je n'ai toujours pas corrigée, pardon, une médecine qui réserverait ses prouesses à ceux qui peuvent en payer le prix et qui traiterait les autres au gré de ce que permettent les régulations budgétaires porterait une atteinte inacceptable aux principes éthiques majeurs d'équité et de solidarité. Le principe d'équité, je l'aime bien aussi. Ça se confronte à l'égalité. L'égalité, on donne à tous la même chose. Équité, on a un certain nombre de moyens et on va les attribuer en fonction des besoins qu'on aura évalués. Vous savez, c'est cette petite image où il y a 3 personnages, un grand, un moyen, un petit, qui veulent regarder au-dessus d'une palissade. Et puis, il y a 3 caisses. Soit on donne une caisse à chacun, le grand voit très très bien, le moyen voit à peu près et le petit ne voit pas du tout. Soit c'est équitable et le grand n'a pas besoin de caisse, le moyen a une caisse et le petit a 2 caisses et tout le monde voit. Cette image qui montre bien la différence entre l'égalité et l'équité. L'éthique, elle va se déployer dans la capacité à se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bien. Bon, j'ai souligné bien parce que alors là, ça serait un grand débat. C'est quoi faire bien? Et alors là, on parlera de la morale, on parlera de tout un tas de choses. Mais aussi, est-ce qu'il faut faire au seul motif qu'on sait faire et qu'on peut faire? Ça rejoint la petite phrase que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est techniquement possible est-il éthiquement souhaitable? On sait faire plein de choses. Vous allez en Chine, vous voulez un bébé avec les yeux bleus, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Ils vont manipuler les gènes de manière à ce que vous ayez un bébé avec les yeux bridés, mais bleus. Vous pouvez choisir la couleur des yeux des bébés. Alors, est-ce que on sait que c'est techniquement possible? Est-ce que pour autant c'est éthiquement souhaitable? C'est pour ça qu'il faut, je pense que l'éthique dans la santé reprenne sa place. L'éthique ne doit pas non plus être dédiée au seul comité d'éthique. L'éthique, elle doit se décliner dans la pratique. J'aime à dire que l'éthique, elle commence quand cette soignante, elle fait toc-toc à la porte de la chambre du patient. Cette soignante, en bas de l'échelle. Ce n'est pas forcément le grand professeur chef de service qui va faire l'éthique, parce que simplement il est professeur. Bien sûr qu'il va en faire, mais ce n'est pas la même mise en œuvre concrète. Reparlons 2 secondes des aides-soignantes qui font toc-toc à la chambre des patients, qui attendent que le patient réponde ou pas, qui ouvrent discrètement la porte pour voir si elle dérange ou s'il ne dérange pas. Là, il y a quelque chose qui ressemble à de l'éthique. Et puis, elle va rentrer dans la chambre, on parlait tout à l'heure du sens et de la dimension perceptive, elle va souvent sentir que le patient a été en diarrhée toute la nuit,
et que après, quand elle sortira de la chambre aura été aérée, le patient aura été lavé, aura retrouvé une dignité. Ben là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'éthique qui se fait. L'éthique, ce n'est pas seulement dans les comités d'éthique, c'est aussi dans les services, dans la chambre des patients, évidemment. Et l'éthique demande du temps. Alors qu'on n'a pas aujourd'hui, et qu'on n'a pas aujourd'hui dans cette organisation dont on sait qu'elle dysfonctionne, et dont on sait qu'il va falloir la repenser, et la repenser pour qu'on ait peut-être un peu plus de temps pour l'éthique et pour intégrer la pratique, l'éthique à la pratique. Le comité consultatif national d'éthique, lui, réaffirme, c'est pour garder bien ça en tête, le maintien du service public en santé. C'est quand même encore un endroit où on ne se pose pas la question d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., mais on soigne. Il va falloir transformer tout le maillage du système de soins et de santé. Il va falloir peut-être réfléchir à comment on utilise les nouvelles technologies et peut-être avoir en tête l'idée qu'elles ont un rôle complémentaire aux professionnels, mais elles ne doivent pas remplacer l'activité des professionnels. Repenser, réfléchir évidemment aussi aux conditions d'exercice, que ce soit aux conditions salariales, mais aussi à la qualité de vie au travail et la qualité de vie au travail. Alors là, je vous renvoie sur un très très beau bouquin d'une dame qui s'appelle Julia de Funès, petite fille de Louis, et qui a écrit un certain nombre de choses, Socrate au pilier des process, et puis le développement, entre parenthèses, personnel, et puis un certain nombre d'autres bouquins comme ça, où elle parle du sens au travail, elle parle de la qualité de vie au travail, elle parle de l'attaque du bonheur au travail. La qualité de vie au travail, ce n'est pas simplement mettre un baby-foot dans la salle de repos, c'est autre chose que ça, la qualité de vie au travail. À débattre. Bien sûr, tout cela ne sera pas possible s'il n'y a pas une politique claire qui va nous donner une direction. S'il n'y a pas de moyens humains, financiers, en termes de recherche, etc., etc. Tout ça devra bien sûr être réfléchi. Dans la conclusion, ils redisent, encore une fois, cette nécessité de répondre au principe de justice sociale, un accès égal pour tous à la santé, le principe de respect de la personne, le respect inconditionnel de la personne soignée et de ceux qui les soignent. Les soignants ont peut-être été contents d'être applaudis à 20 h, mais ça ne change pas le fond du problème quand même. Développer une culture du questionnement éthique. Développer une culture du questionnement éthique. Je suis surpris de voir que quand ça m'arrive d'aller faire des formations dans les institutions, pas forcément des formations en éthique, mais des formations à la prise en charge des personnes en situation de handicap, je réserve toujours un petit moment pour parler d'éthique. Et je vois que les soignants sont extrêmement satisfaits, contents de ce temps où on dit hop, on se pose, on s'autorise à réfléchir, on s'autorise à se poser des questions, mais à se poser des questions que jamais on penserait pouvoir poser dans un stade. Parce que la culture du soin et la culture de la réflexion éthique sont deux cultures qui ne sont pas forcément tout le temps compatibles. Je pense qu'il faut qu'elles se rejoignent maintenant, de manière à ce que la santé s'appuie véritablement sur des préoccupations, sur un intérêt pour l'éthique. Sans ça, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Et encore une fois, cette idée d'organiser des états généraux pour une éthique de la santé publique me paraît être une excellente idée. Ce n'est pas moi qui l'ai eue, donc je peux dire que c'est une excellente idée. On va maintenant procéder à quelques discussions entre nous, si vous le voulez bien. Je reviens juste à la question des états généraux de la santé publique. Vous savez, vous n'êtes pas, mais en tout cas, il est intégré clairement, dès d'ailleurs les révisions des lois de bioéthique en 2011, la nécessité de procéder à des états généraux de la bioéthique avant la révision des lois de bioéthique. C'est ce qui a été fait avant la révision des lois de bioéthique de 2018. Dans la révision des lois de bioéthique de 2018, il a été stipulé que les espaces de réflexion éthique devaient donc collaborer de façon un petit peu plus serrée avec le CCNE et notamment dans l'organisation de débats publics plus fréquents que les états généraux avant donc les révisions des lois de bioéthique, d'organiser des débats publics et tout récemment, on a été invité par le CCNE pour voir comment on pouvait collaborer. Et ce qui semble se décider, c'est tout neuf, mais vous serez informés par Muriel Raymond et par la lettre, en tout cas,
l'ERENA. Ce qui se profile, c'est qu'il y ait, par exemple, bon, bien évidemment, les espaces de réflexion éthique sont libres, autonomes pour organiser des réflexions sur les thèmes qu'ils souhaitent, qui peuvent remonter de tout le monde, etc. Mais il y aurait aussi un thème annuel qui serait choisi en collaboration des espaces de réflexion éthique et du CCNE, qui serait travaillé concomitamment, c'est-à-dire eux de leur côté et nous en région, à travers justement des débats publics sur ce thème-là. Et donc, les fruits de ces réflexions pourraient remonter au CCNE qui participerait à la rédaction d'un avis. Voilà, c'est pour faire le lien avec ce que tu disais autour d'états généraux de la santé publique. Voilà. Et qui dit espace de réflexion éthique dit vraiment au plus près donc, des territoires, donc toutes les personnes concernées participeraient à ces débats à partir, bien évidemment, d'une publicité à cet égard. Voilà. Après, donc, le débat est ouvert, mais je trouve que cet avis est très fin, au plus près de ce que l'on vit et de ce qui est. Après, l'analyse étiologique et puis la solution me paraissent peut-être trop belles pour être vraies quelque part. Mais bon, ils l'ont dit quand même, il faudrait une véritable volonté politique. Qui dit volonté politique pour changer cette vraie tendance du technique aux dépens du relationnel, il est vraiment là. Et même l'éthique qui s'inscrit de plus en plus, qui est de plus en plus reconnue. La HAS a réécrit tout ce qu'il fallait pour que les structures soient accréditées en matière de réflexion éthique, mais c'est quand même une discipline, excusez-moi entre guillemets de parler de cela, mais c'est ce qui fait force d'importance quelque part, c'est que ce n'est pas rémunéré. On ne parle pas d'activité bénévole, on parle d'activité non rémunérée, on le fait sur notre temps de travail, mais c'est pas… Et justement, toutes les activités hyper techniques, on l'a vu, sont très valorisées parce que très rémunérées, et tant que ce système-là qui s'intègre dans quelque chose d'encore plus vaste au niveau de la mondialisation, on est dans quelque chose qui est compliqué. Je m'arrête là et la parole est à tout le monde, autant les personnes qui sont en visio que… N'hésitez pas à lever la main, ceux qui sont connectés. Et si vous voulez rebondir, la parole évidemment. Moi, je voulais parler aussi en tant que… je suis infirmière. C'est pas grave. Non, absolument. Bien au contraire. Cet avis, hein, je trouvais que ce qui était important, effectivement, c'est la problématique que je vis, hein, alors pour le coup au quotidien, du problème du temps qu'on a de moins en moins auprès du patient. Alors, ça fait 25 ans que j'exerce, donc je suis un dinosaure, hein, donc mon plaisir à m'appeler mes collègues, ça me fait beaucoup rire. Mais effectivement, ma seule façon de pouvoir survivre dans cet univers impitoyable, c'est d'être en accord avec mes valeurs professionnelles. Et donc, c'est vrai que c'est avec le temps que je m'accorde et que j'accorde aux patients pour être en accord avec mes valeurs, en fait. Parce que sinon, effectivement, on est sous pression en permanence et il y a effectivement une perte de sens. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'était aussi l'importance, effectivement, de faire attention aux patients, mais de faire aussi attention à ses collègues. Parce que je trouve qu'on fait de moins en moins attention aux affects des uns et des autres, alors que justement, je crois que c'est ça qui tient la notion d'équipe, justement. Hier, j'ai vu voilà, tout simplement, une interne qui a des difficultés en sortant de la chambre d'un patient qui est venu apprendre un diagnostic avec un pronostic très, très, très lourd. Et j'ai bien vu à sa tête que ça n'allait pas. Donc, j'ai pris le temps de discuter avec elle, etc. Je pense réellement que si on ne prend plus ces temps-là, on se perd. Et c'est ça aussi l'éthique, et c'est là où je me sens extrêmement en décalage, en fait, avec beaucoup de mes jeunes collègues qui sont sous pression et qui, comme moi, hein, mais qui n'ont peut-être pas le recul nécessaire qui permet de réfléchir, quoi. Un peu plus, on va dire.
Ça vient du recul ou de la formation que les infirmières. Alors, peut-être des deux, peut-être de l'intérêt aussi, mais voilà. Nous, on va visiter les malades hospitaliers, hein. Et nous avons l'impression que les infirmières jeunes font leur acte, ne parlent pas, oublient ce dialogue avec le patient. On a cette impression, et elles font le geste technique très très bien, hein, ça c'est, les patients le disent, hein, mais seulement il n'y a plus cette relation. Je pense que dans la formation, on oublie de leur en parler. Parce qu'il y a des personnes qui ont ça en elles, et puis d'autres non. Donc je pense qu'on doit oublier de leur en parler. Mais on n'en parle peut-être pas explicitement, mais dans les stages qu'on fait, on voit comment les gens se comportent avec les patients. Enfin, c'est les infirmières qui sont empathiques, les médecins qui s'arrêtent suffisamment longtemps pour cerner un peu la personne, pour comprendre un peu. Ça se voit en stage, ça, non? Enfin, ça dépend avec quel nous on dit ça, parfois. Je ne dis pas que c'est global, mais on dit ça. Vous avez raison. La première chose, c'est que d'abord, c'est vraiment bien qu'il y ait des personnes jeunes comme vous qui aillent dans les EHPAD, c'est bien. Moi, je veux dire que je suis bien plus jeune que Patrick. Bien plus jeune que moi. Non, c'est la plus âgée qui va en EHPAD. Après, il y a probablement les... Ouais, d'accord. Il y a je pense qu'il y a déjà un problème au niveau de la formation. D'abord parce que c'est difficile aussi de transmettre cette expérience-là dans la formation. Donc bon. Après, en stage, nous, en ergothérapie, ça arrive assez souvent. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire d'articulation entre les endroits de formation et les lieux de stage, mais c'est très, très complexe. On entend beaucoup, non, on ne peut pas prendre de stagiaires parce que les pathologies sont trop lourdes. Oui, justement. Ah non, on a une charge de travail trop importante qu'on ne peut pas prendre de stagiaires. Justement, le contexte de travail est tellement complexe, difficile, que c'est un lieu d'apprentissage excellent, je trouve, pour les étudiants. Mais il y a une espèce de difficulté pour les professionnels à être convaincus de cette importance-là de la transmission aux jeunes. Et quand bien même les professionnels acceptent des stagiaires, vient le moment où le professionnel doit, entre guillemets, attribuer un patient au stagiaire. Non, tu ne vas pas prendre celui-là, il est trop difficile. Justement, parce qu'il est difficile, là, il y a matière à apprentissage et on va te guider dans l'apprentissage, mais il n'y a plus ça. Alors, faute de temps, faute de moyens, parce qu'effectivement, c'est chronophage, il faut se poser avec l'étudiant, discuter, repérer les émotions qui sont mobilisées. Oui, ça prend du temps, mais c'est ça qui je trouve extrêmement formateur. Donc, il y a cette espèce de différentiel entre nous, ce qu'on peut leur évoquer dans les lieux de formation. Vous allez voir sur le terrain, c'est compliqué, c'est difficile, les gens, il n'y a pas le temps, manque de personnel. Et puis quand ils vont en stage, tout le parcours est organisé. Tu vas prendre un patient facile, on va faire le point une fois par semaine. Et il y a un décalage qui se crée, mais en même temps, ils n'apprennent pas le vrai métier, je dirais. Il faut sans doute travailler et dans les lieux de stage, et au sein des instituts de formation, et puis de concert, pour que la clinique rejoigne la théorie et que la théorie colle aussi à ce qui se passe sur le terrain, quoi. Sinon, on les perd, les étudiants. Et vous parlez beaucoup de temps, vous parlez beaucoup de temps, mais ils en parlent beaucoup dans cette année 140. C'est deux. Muriel, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. D'abord, je voudrais remercier Patrick Sureau de cette explication de texte très intéressante et d'une synthèse très claire. Alors cet avis, moi je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il fait un état des lieux, évidemment, des défauts et en même temps aussi un peu des qualités de notre système de santé, mais je trouve qu'il s'adresse à plusieurs niveaux de personnes. Déjà le titre, repenser le système de santé, la question que je pose c'est qui doit penser le système de santé? Quelle place ont les acteurs du soin dans la pensée du système de santé et comment peuvent-ils l'exprimer? Moi, ça me paraît quelque chose déjà qu'il faut découper en 10 000 rondelles pour pouvoir s'y retrouver. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que vraiment on va pouvoir s'en servir de cet avis? Je me suis fait aussi la même réflexion et voilà, je trouve que c'est pour ça que j'aime en parler de cet avis-là parce que je me dis
Il y a des gens en haut qui pensent à des choses qu'il faudrait faire. Je pense qu'il ne faut pas les laisser seuls réfléchir à ça. Je pense que les acteurs de terrain doivent trouver le moyen de faire remonter des choses aussi. Et je pense que, je ne sais pas si on va nous donner une place, mais j'ai envie d'en prendre une place dans cette réflexion-là. Et j'invite aussi tous les acteurs, même je fais faire des fois des formations à l'éthique à l'école d'aide-soignante. On fait une dizaine d'heures d'éthique aux aides-soignantes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et je leur dis, j'attends avec beaucoup d'impatience que des aides-soignantes écrivent, publient sur leur expérience, racontent ce qu'elles vivent et s'apprennent à raconter ce qu'elles vivent d'une manière distancée et réfléchie. Je pense que les aides-soignantes ont des choses à dire sur leurs conditions de travail, sur la reconnaissance qu'elles n'ont pas, sur la valorisation salariale. Elles ont un certain nombre de choses à revendiquer. Et sur la relation. Et sur la relation qu'elles ont, bien sûr, avec les personnes. De l'infirmière, c'est ça. Moi, quand j'étais ergothérapeute et que je voulais des informations sur les patients, je n'allais pas voir le médecin, j'allais voir les aides-soignantes. Parce que c'est les aides-soignantes qui connaissent les gens. Les médecins, j'allais les voir quand je voulais des informations sur les traitements, les pathologies, les opérations, des choses comme ça. Et voilà, j'invite les acteurs de terrain à trouver le moyen de faire remonter les choses qu'ils ont envie pour leur propre profession. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, hein, mais j'ai envie de Avant qu'ils partent. Oui. Moins de 2 ans. Avant 2 ans. Il y avait une autre. Il y a Joël qui Il y avait Marianne également. Oui. Bonjour Marianne Fontan, merci de me laisser la parole. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Muriel. C'est vrai que c'est compliqué parce que on a l'impression qu'on a un système qui est très défait. Et alors, il se trouve que c'est quand même assez rare qu'on rencontre des gens qui ont des solutions. Et donc là, j'étais à un séminaire là, il n'y a pas longtemps. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Franck Chauvin, qui est un monsieur qui a fait partie du Haut Comité de la Santé publique, qui a participé à je ne sais trop combien de tentatives dans la santé, de commissions, de sous-commissions, d'expertise, de tout ça depuis 50 ans. Et il disait quelque chose que vous avez dit également, c'est-à-dire qu'on a assisté dans les années 70 à une taylorisation de la médecine. C'est-à-dire, et moi je partage totalement, mais il a su l'exprimer avec beaucoup plus de clarté que moi ce que je pensais, on a assisté à une taylorisation de la médecine, c'est-à-dire que c'était, il y a un trou de la sécurité sociale, il faut qu'on fasse des économies de santé, nina, voilà. Résultat des courses, on a mis en place des tas de gestion, des tas de choses, etc. Et on en arrive à la situation totalement éclatée actuelle. Et ce monsieur Franck Chauvin, il propose des solutions finalement assez simples. Il dit, premièrement, il faut qu'on se mette tous autour d'une table. Alors, ça rejoint un petit peu les états généraux de l'éthique. Et il dit, il faut qu'on se mette autour d'une table et que l'on repense les choses sur quelque chose de très simple. Lui, il me dit, il faut mettre, parce que moi, je partage, enfin, il y a des gens libéraux qui sont d'Oruxalo, il y a des gens dans le public aussi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas sûre que les choses soient aussi tranchées que ça. Mais ce dont je suis sûre, c'est un peu ce que disait Véronique Avrous tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un poids de l'économique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que ce que les gens passent comme temps auprès des patients soit valorisé par la société. Et le seul moyen qu'une société a de valoriser, un des seuls moyens, c'est quand même que les choses soient bien rémunérées. Et ce Franck Chauvin, là, il disait, il faut qu'il y ait des soins primaires, c'est-à-dire les soins qui sont près des gens, qui soient valorisés, bien payés. Et qu'après, il y ait des soins de recours qui soient assurés par les institutions et qu'il a, bon, alors là, si on veut faire de la taylorisation, de la gestion du scolaire, on peut le faire. C'est ce qui arrive, par exemple, dans toute l'évolution sur les soins, les soins ambulatoires, etc., qui sont des solutions techniques pour soigner aussi bien et que ça aille vite. Voilà. Bon, je trouvais que ce monsieur disait des choses très sensées, avait des solutions relativement simples. Et je me permets juste de le dire parce que tant qu'on n'aura pas valorisé, on va pouvoir parler d'éthique là, comme on le fait là, mais il me semble qu'il faut valoriser ce temps d'éthique, quoi. Le temps que l'on passe avec les gens, où on donne du sens, comme vous disiez tout à l'heure de façon très juste, ça doit pouvoir être valorisé parce que sinon,
je crois que le pire pour moi, pardon de prendre du temps, mais je pense que c'est important aussi, le pire pour moi, ça a été dans ma vie, et pourtant je sais que j'ai vécu des choses vraiment épouvantables, mais parce que je suis médecin, donc évidemment on vit des choses qui ne sont pas toujours très drôles, mais le pire pour moi, ça a été la lecture sur Orpea. Dans Le Monde, ils avaient fait une enquête, ils avaient donné les résultats de l'enquête sur Orpea. Et franchement, le résultat de l'enquête sur Orpea, qui était déjà censé s'occuper des personnes âgées, c'était à vomir de voir comment des gens pouvaient concevoir un système de soins qui soit un système, j'allais dire, vraiment quelque chose qui se rapprocherait du goulag, quelque chose de cet ordre-là. Donc, vraiment, je pèse mes mots parce que ça a été quelque chose d'excessivement violent que la lecture de ce papier-là pour moi. Voilà. Donc, je voulais juste dire, il me semble qu'il y a des considérations économiques. Et puis juste, je voulais faire une toute petite réflexion sur le corps médical parce que vous disiez, il y a des médecins qui disaient au moment du Covid, alors ça n'a rien à voir avec ce que je viens d'exposer, mais non, franchement, Muriel sera d'accord avec moi au niveau on est toutes les deux à l'ordre des médecins, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut trop dire, mais très franchement, on a sans arrêt essayé d'avoir une cohérence médicale par rapport au Covid, et s'il y a des médecins qui ont dit, voilà, il ne faut pas vacciner, très franchement, on était à 99,9% pas d'accord avec cette attitude-là. Voilà. Donc, je pense qu'on a été quand même, pour le Covid, assez cohérent dans nos pratiques et dans nos conseils vis-à-vis des patients. Voilà. Pardon d'avoir pris beaucoup de temps, mais c'était juste pour dire l'éthique, oui, mais pensez aussi à l'aspect économique. Merci beaucoup. Vous avez raison, je vous rejoins. Hein. Je pense que, moi aussi, j'ai un frère médecin et on en a pas mal discuté. Je pense que globalement, la majorité des médecins étaient évidemment d'accord. Le problème, c'est qu'à la marge, il y en avait quelques-uns qui étaient, entre guillemets, un peu dissidents et que c'est ceux-là qui ont été mis en avant par les médias. Et donc, c'est ce phénomène combiné qui a fait que la population a cru voir un profond désaccord entre deux parties équivalentes, alors que non, majoritairement, tous les médecins de proximité disaient « mais vaccinez-vous en masse, évidemment ». Sauf que les médias, les réseaux sociaux, les thèses complotistes, tout ça a été beaucoup mis devant, en fait. C'est ça qui a créé ce décalage. Ensuite, je vous rejoins, évidemment, hein, et je rajouterai volontiers l'idée que c'est peut-être ça la difficulté de débattre et de discuter sur le fait de repenser un système de santé, c'est que je pense que ça ne sera pas possible si on n'opère pas, comme disait Edgar Morin, un changement de paradigme. Et que du point de vue de la médecine, on accepte, alors là je vais me faire peut-être des ennemis profonds, mais j'en suis pas si sûr, mais qu'on passe d'une pensée profondément cartésienne à une pensée plus élargie. Je pense que Descartes a apporté énormément avec le discours de la méthode, il a révolutionné la science, bref, il y a des bienfaits extraordinaires. Je vois que vous portez des lunettes, vous pouvez remercier Descartes et son fameux traité de l'optique. Donc, il a apporté des choses extraordinaires. Mais Descartes a commis une erreur qui était de penser que l'être humain pouvait se réparer. Et que donc, cette logique qu'on appelle le principe de causalité linéaire, qui fait que j'ai des symptômes, on pose un diagnostic, on met en place un traitement égale guérison, c'est ça qui fonde la médecine. Et c'est ça qui a fait que la médecine, d'une certaine manière, s'est écartée de la santé des gens. Et s'est focalisée sur le soin de la pathologie. Pardon, je caricature, hein, parce qu'on n'a pas le temps. J'écoute aussi beaucoup un autre philosophe qui s'appelle Giambattista Vico. Giambattista Vico, pour vous donner une idée, c'est un peu ce que Jean d'Ormesson était à Johnny Hallyday. Vous savez l'erreur qu'a fait Jean d'Ormesson. La plus grosse erreur de Jean d'Ormesson, c'est qu'il est mort le même jour que Johnny Hallyday et que de fait, personne n'a parlé de Jean d'Ormesson. Eh bien, Giambattista Vico, c'est un peu ça. Giambattista Vico, il est arrivé en philosophie 18 ans après la mort de Descartes, à un moment où en Europe, quand on fait de la philosophie, on étudie Descartes. Il a fait un buzz extraordinaire avec son discours de la méthode, et tout le monde s'est engouffré dans cette philosophie-là, dans ce système de pensée, qui est encore à la base de notre société. Hein. Quand on va à l'école, on apprend les disciplines séparément les unes des autres. On apprend les maths d'un côté, l'histoire géo, et puis le sport.
et on ne fait pas un apprentissage complexe, entremêlé, intégratif, si vous voulez. Et Giambattista Vico, il disait la méthode de Descartes, elle nuit à l'ingénio. L'ingénio, c'est le principe que Vico développe. La méthode de Descartes nuit à l'ingénio quand elle se mêle du faisable. Quand la méthode s'occupe du concret, du faisable, la méthode nuit à l'ingénio quand elle se mêle du faisable. Et elle dissout le soin qu'on prend à s'informer en fournissant par avance la vérité, disait Giambattista Vico. Ce qu'il dit, c'est que la méthode, et on retrouve ça à l'hôpital, sous la forme des protocoles, sous la forme des process en entreprise, sous la forme de tout ce qu'on pourrait appeler du prêt-à-penser, dans lequel les gens s'engouffrent, à raison parfois, bien souvent à tort. À raison parce que souvent ils s'appuient sur des process et ça leur permet ensuite de réfléchir et de travailler. À tort quand les gens disent « j'applique le protocole et je ne réfléchis pas ». Et Giambattista Vico, il disait ça, il disait « mais l'ingénio, le principe qu'il défendait, contrairement au principe de Descartes, le fameux cogito ergo sum, c'est le principe hypothético-déductif. Je fais une hypothèse, je vérifie, je démontre, c'est validé, jusqu'au moment où ça sera invalidé par d'autres théories. Giambattista Vico, il disait c'est pas aussi linéaire que ça la vie. Il y a dans la vie une complexité, et c'est un des pères fondateurs de la pensée complexe, Giambattista Vico. Il disait l'ingénio, c'est la faculté de synthèse et l'art de l'invention. Cette faculté de synthèse, il faut que je m'informe, que je prenne le plus d'informations possible sur la situation, et ensuite seulement je pourrai inventer une solution qui collera à la situation précise. Vous retrouverez un petit peu la même chose dans un merveilleux bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle « La faune de l'espace » d'un monsieur qui s'appelle Alfred Elton von Vogt. Et dans La faune de l'espace, alors ça n'a rien à voir avec le système hospitalier, à part que c'est exactement la même chose. Je m'explique. C'est un livre de science-fiction, La faune de l'espace. Et dans La faune de l'espace, l'auteur décrit un vaisseau spatial qui part explorer l'univers. Bref. Et il décrit le vaisseau spatial exactement comme on pourrait décrire un hôpital. Organisé de la même manière, structuré de la même façon, avec plein de services différents, et à chaque fois un chef à la tête du service. Il y a le service médical, le service astrophysique, le service logistique, le service mécanique. Et puis tout à fait au bout, il y a un service qui s'appelle le service nexialisme. Sylvain doit rigoler parce qu'à chaque fois, c'est les deux mots que je sors. On a eu ultra-crépidarianisme et maintenant on passe au nexialisme. Et le nexialisme, dans le bouquin, personne ne sait ce que c'est. Et tout au long que le bouquin avance, les expériences se font, l'équipage du vaisseau est attaqué par des formes de vie, certaines sont hostiles, d'autres on ne sait pas, bref. Et on voit apparaître quoi? On voit apparaître que chaque corps professionnel apporte sa propre réponse, indépendamment de ce que disent les autres. Les médecins vont dire c'est telle chose qu'il faut faire, les logisticiens vont dire il faut utiliser tel matériel, les astrophysiciens disent mais non, il faut plutôt penser comme ça. Et puis, à chaque fois, il y a Elliot Grovenor, qui est le seul membre du service nexialiste. Et donc, il est nexialiste et lui, il essaye de faire valoir son point de vue. Et son point de vue, c'est quoi? C'est un point de vue de non-expert. C'est un point de vue éthique, je risque le mot, dans le sens où il considère qu'à lui tout seul, il ne pourra pas avoir la réponse. Ça rejoint Giambattista Vico et les sciences de la complexité. Il considère plutôt qu'en face de lui, il y a plein de spécialistes et que son expertise, entre guillemets, ça va être de connaître suffisamment bien chaque profession pour pouvoir composer. Nexus, c'est le lien en latin. Et donc, il faut composer une solution qui ne sera pas uniquement issue d'une seule discipline, mais qui considérera que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, Giambattista Vico, d'une certaine manière, un peu comme Van Vogt dans La faune de l'espace, ils disent quoi? Ils disent la santé d'un individu ne peut pas se résumer uniquement à la médecine et que si on veut agir sur la santé des individus, il faut bien sûr soigner l'abord médical, mais l'abord financier, l'abord économique, l'abord relationnel, il faut prendre en compte les loisirs, etc., etc.
Il n'y a que très récemment, vous savez, on pense, on a dans l'idée que les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin de vacances. Ça a 10-15 ans. Parce que les personnes en situation de handicap, majoritairement, ne travaillent pas. Et donc, nous autres valides, on se dit, mais puisqu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas besoin de vacances. Grave erreur. Les personnes en situation de handicap ont besoin de cette activité qui est extrêmement importante, qu'on appelle le repos. Et on le sait bien, hein, si on manque de repos, on s'épuise. Et bien, les personnes en situation de handicap, elles ont un quotidien à gérer qui est extrêmement fatigant, extrêmement épuisant, parce qu'elles doivent se battre pour tout un tas de choses. Et quand on aborde la santé, eh ben, il faut penser aussi à toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de prôner ce changement de paradigme, ce changement de modèle de pensée. Bien évidemment, ne pas abandonner Descartes, il n'est pas question de ça, hein, mais aller plus vers Gian-Battista Vico, qui, lui, est plus proche de la réelle complexité de la vie humaine, qui ne peut pas se résumer qu'à la médecine et qu'à la technique médicale. Donc, je vous rejoins complètement quand vous dites tout ce que vous dites. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, ce que M. Franck Chauvin dit, parce que moi, je n'oserais pas dire des choses comme ça. Joanne voulait dire quelque chose aussi. J'irai par 4 chemins. D'abord, merci Patrick. Je savais qu'en venant ici, je m'enrichirais. Le premier chemin, dans l'énoncé, tu as parlé de 3 axes, tout à fait au début. Et pour le premier axe, tu as repris, j'imagine, le texte complètement, où il est question d'une définition de la réorganisation des soins. Je suis quand même marqué par le fait qu'il faille une définition de la réorganisation et pas tout simplement et directement une réorganisation. Et là, ça me questionne d'autant plus que tu as commencé en indiquant, en reprenant, qu'il voyait l'éthique au centre. Mais si on commence par mettre des définitions, on se demande si l'éthique ne va pas être simplement étiquette. Donc mon souci, c'est que véritablement, s'il y a une démarche éthique à faire, elle soit concrète et qu'elle implique directement, Muriel l'a dit, je vais revenir, les acteurs de terrain et qu'elle ne soit pas forcément descendante le long d'une hiérarchie d'un système hospitalier. Je ne suis pas anarchique pour autant, mais c'est mon premier chemin et mon premier message. Un deuxième message que tu as évoqué, que je voulais remettre le spot dessus, puisque tu t'es bien centré par rapport à la Covid, indiquant que la crise avait eu son importance pour l'élaboration de ces avis, mais qu'il y avait des choses avant. Alors, un point de la crise qui me paraît avoir été bien mis enfin, que la crise a bien révélé dans le même esprit, c'est qu'on a entendu beaucoup de professionnels indiquer après la première année, mais la crise, avec toutes ses conséquences, a éloigné un peu le système administratif et ses contraintes du terrain. Et alors que nous étions dans les plus grandes difficultés, nous avons eu la possibilité d'inventer, de prendre des initiatives, de le faire ensemble, de faire jouer la transversalité entre des services et des compétences, et ça a conduit à faire des projets, pas sur le long terme, mais adaptés pour pouvoir se caler sur ce qui se présentait, sans avoir le souci de l'économie d'abord, mais simplement de la bonne qualité de ce qu'on pouvait proposer et de notre hospitalité à l'égard de gens qui n'allaient pas bien. Et ces mêmes personnes parlant comme ça, le disent avec un certain regret parce qu'elles constatent au moment où elles parlent que le système a tendance à revenir à ce qu'il était avant. Ça, c'est mon deuxième chemin. Juste pour l'anecdote, pendant le 17 mars, quand on est passé en confinement total, je me rappelle très bien, parce que globalement, ça a commencé le jour de ma fête, ça s'est fini le jour de mon anniversaire, 14 mai. C'est des repères assez clairs. Comme ça, vous savez que mon anniversaire, c'est le 14 mai. Et on est passé, en 2 jours, on est passé du présentiel complet dans les instituts de formation à du distanciel complet. Et on a fait la preuve, en 2 jours, qu'on était capable de former les étudiants. Alors, la même qualité, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais ils ont fait toutes les UE, ils ont fait toutes les évaluations, ils ont passé le diplôme,
on a inventé, et tu le dis, ça a été une manière de favoriser la créativité d'une façon extraordinaire. On a inventé des trucs que jamais on n'aurait pensé possible. Et puis, donc, on a montré que sur certains aspects de la formation, le télétravail était possible 5 jours par semaine. On ne le souhaite pas. Okay, moi, je suis aussi formateur parce que j'aime ce contact avec les étudiants. Mais effectivement, après, à la fin du confinement, une chose comme ça, la logique hospitalière est redevenue ce qu'elle était auparavant. Et donc, sur les campagnes de télétravail, c'est au maximum, vous pouvez demander 2 jours. Et de toute façon, on ne vous en accordera qu'un. Pardon. Je ne vois pas la logique. Tout ce qui a été inventé, tout ce qui a fonctionné pendant la pandémie, pendant cette période difficile, est passé à l'as. Et toutes les choses qui sont venues renforcer la mobilité, la pollution, toutes ces choses-là, ça a été effacé. Et maintenant, on doit revenir au travail. Donc moi, je fais des fois 3/4 d'heure de route le matin pour venir faire du travail à l'Institut de formation, où je le fais qualitativement moins bien parce que interruption de tâches, parce que tout le monde vient, etc. Je travaille beaucoup mieux à la maison. Je dors mieux, je n'ai pas de déplacement, je ne pollue pas la planète. Bref, il y a tout un tas d'avantages. Et donc, il y a ça aussi. Je pense que ça renforce l'idée d'un changement de paradigme qui est que tant qu'on va rester dans un même système de pensée cartésien, on travaille que quand on est sur le lieu de travail, non, c'est plus vrai. Ça pouvait l'être avant. Je pense que le confinement a fait émerger énormément de créativité chez les gens. Et moi, je suis convaincu de l'intelligence des personnes. Je pense que les gens, si on les met dans un contexte où ils vont pouvoir faire travailler, faire parler leur intelligence et leur créativité, ils vont le faire. J'en suis convaincu. Il reste à changer le système. Alors, il y a un problème de confiance. Les gens veulent contrôler, les cadres veulent contrôler que vous faites bien votre truc, que vous faites bien vos heures, que vous faites ceci. Et si on ne fait pas confiance aux gens, après, ça, tout part en live. Voilà. Excusez-moi, pardon. Et donc, troisième chemin, mais tu y viens là. Ce qui a été vécu dans cette crise Covid, finalement, n'est pas reconnu. Et tu as, dans ton exposé, indiqué l'importance de la reconnaissance, reconnu en tant que telle, comme possibilité de cette invention, cette créativité, cette intelligence collective. Donc, pas reconnue en ce sens qu'elle n'est pas identifiée, pas reconnue en ce sens qu'on ne lui a pas dit merci. C'est-à-dire la reconnaissance comme merci, simplement, et pas reconnu dans le sens que le responsable pourrait prendre justement, faire un aveu, reconnaître le bien qui a été fait là. Donc un triple manque de reconnaissance dans les 3 sens du mot. Et pour mon troisième chemin, je veux juste reprendre ce que j'ai entendu là. Tu as indiqué d'abord dans ton témoignage de formateur pour les stages dans les services, mais celui-là, on ne va pas te le confier parce qu'il est trop compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette réserve-là une forme de paternalisme peut-être et une inquiétude, éventuellement un manque de confiance, alors sans naïveté, bien sûr, sans démagogie, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer la capacité de jeunes générations sans les laisser toutes seules finalement? Il y a peut-être une possibilité de laisser quelqu'un sur le terrain, pas tout seul, simplement. C'est une autre mode de... Alors, je vous ai entendu aussi. Pardon. Il y a aussi une question de rendement. Je vais intervenir là-dessus aussi. Je pense que maintenant, les professionnels de santé, ils n'ont pas le temps de se poser, comme vous disiez, et de discuter avec leurs étudiants. Et donc, c'est difficile de leur confier des tâches ou des patients difficiles parce qu'il n'y aura pas ce temps de prise de recul. Donc, comme il faut abattre du travail, eh ben, on confie les choses les plus faciles aux étudiants. Comme ça, les professionnels n'ont pas à s'en occuper, ils gagnent du temps sur d'autres choses. Oui, souligné là. Et moi, je trouve ça très dangereux. Je trouve très dangereux le projet qui court là de rémunérer les stagiaires. Surtout dans nos professions. Qui sont déjà rémunérés là. Mais pas tous. Hein. Je peux vous dire qu'en orthophonie, on n'est pas du tout rémunérés. Ou même indemnisés, on n'a rien du tout. Hein. Voilà. Mais moi, je trouve ça dangereux parce que justement, c'est demander aux étudiants d'avoir une rentabilité. Alors, oui, non, enfin là, je vais me permettre d'intervenir. Je suis pris entre les deux feux. La problématique de pouvoir se poser
avec les étudiants, en fait, je pense que c'est fondamental de continuer à le faire, même si, pour le coup, ça va être sur notre temps, entre guillemets, personnel, qu'on va pouvoir récupérer normalement par la suite. Mais étant donné que l'institution ne nous permet plus d'avoir ces temps-là sur nos horaires de travail, à proprement parler, moi, sincèrement, alors c'est peut-être égoïste aussi, parce que je vois les étudiants comme quand même des futurs collègues et comme des futures personnes qui vont s'occuper de ma famille ou de moi aussi à un moment donné. Donc, je préfère perdre un peu de temps personnel pour essayer de les former, en tout cas, de les faire réfléchir un tant soit peu. La problématique des patients lourds à prendre en charge. Alors, j'entends aussi cette histoire de renvoi, puisque je le vis. Il s'avère que c'est vrai que nous sommes dans une c'est très étrange. J'ai l'impression d'être dans une chaîne industrielle, chose que je n'avais pas du tout l'impression. Alors, j'ai changé de lieu de travail, donc je pense que ça joue beaucoup. Mais il y a effectivement la problématique de prendre en charge des patients qui sont lourds, qui sont pluripathologiques et extrêmement complexes. On ne peut pas, on a de moins en moins de temps à consacrer aux gens, et quand les étudiants sont en formation, on est censé être, en tout cas pour les soins qu'ils n'ont pas validés, on doit être présent. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins de temps pour les autres patients. Donc c'est terrible, mais on en est là quand même. Je peux continuer, je Mais ce sera peut-être la dernière personne qui interviendra quand il n'y a pas d'autres. Parce qu'il est déjà 8h30 et il faut qu'on puisse prendre le tram pour ceux qui sont en transport. Mais ça veut dire que le débat. Ça veut dire qu'il y a besoin. Oui, mais bon, c'est obligé de dire. Troisième, donc, à partir donc, de ce que j'ai entendu, j'ai entendu Muriel indiquer, se poser la question et poser la question dans la réorganisation, mais quelle place donne-t-on pour les acteurs de terrain? Et donc, c'est une invitation, je vais le dire avec mes mots, à une démarche participative qui ne soit pas forcément verticale, descendante, de haut en bas. Et puis, je vous ai entendu, vous, au départ, indiquer, et avec beaucoup d'intérêt, vous positionner comme quelqu'un qui est non seulement une soignante, quelqu'un donc qui soigne, vous êtes infirmière, mais vous vous êtes positionné dans votre témoignage comme une soigneuse. Il y a deux mots en français pour dire qui soigne. Il y a soignant et soigneur. Et quand vous avez pris en compte la souffrance de votre collègue pour en faire quelque chose et le soutenir, vous avez été un soigneur comme dans un combat. Ben ça me parle parce que en tant que professionnel, il y a 25 ans, j'ai été embarqué dans une aventure comme ça où mes collègues hématologues et de tous les métiers, pas que les médecins, étaient dans une perplexité, perte de sens et souffrance. Pourquoi? Parce que ce qui était présenté comme un progrès manifeste, une greffe de moelle, une greffe de cellules souches pour guérir une leucémie, ça aboutissait bien en un sens à une guérison parce que après l'allogreffe, on regardait dans le corps, il n'y avait plus de cellules leucémiques, mais malheureusement, à cause de la réaction du greffon contre l'autre, je vais aller vite, cette personne avait donc des effets secondaires de sa greffe tellement graves qu'elle finissait par mourir. Et elle mourait guérie. C'était complètement incompréhensible pour un soignant et tous les soignants qui en plus se trouvaient coupables d'avoir indiqué ça c'est un super moyen, c'est efficace. Oui, la personne était guérie, mais elle n'était plus là, elle était morte. Donc à partir d'une souffrance pareille, nous nous sommes organisés en une association qui s'est d'abord appelée de Grâce et qui est devenue, je passe sur les étapes puisqu'on n'a pas le temps, qui est devenue maintenant Acavi. Et cette association-là, on peut regarder le site Acavi, A-Q-U-A-V-I-E-S, elle a comme souci de prendre en compte l'intelligence collective, la place de tous les professionnels de santé dans la construction d'un projet de service où l'ordre du jour et la matière soient éventuellement fournis sans démagogie, mais parce que c'est le réel de gens qui ont une conscience professionnelle par les gens de terrain. Et elle est aussi l'occasion d'espaces d'échange pour, par exemple, une formation interne. Ça m'a parlé quand tu as indiqué qu'un mot ou une expression, ça peut être entendu de plusieurs manières. L'aide active à mourir, ça peut être compris de plein de manières différentes. Comment
intégrer ça dans une équipe en une formation interne, on n'a pas besoin d'un expert de l'extérieur, mais comment vous entendez-vous l'active à mourir, vous, la aide-soignante, infirmière, soin de support, médecin, et essayer juste dans l'équipe de se mettre d'accord, de construire une culture commune à partir d'une formation interne. J'ai évoqué là que les deux aspects, deux piliers de ce que Akavi promeut comme une démarche participative. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, et donc j'invite simplement à aller sur ce site-là, et je termine en indiquant que cet avis 140 indique un tout petit peu la question de la démarche participative et de la réorganisation par là et par le bas, mais vraiment trop peu. Pourtant, Philippe Colomba a bien été invité, il a été audité par le comité consultatif, mais par rapport au potentiel que représente une démarche participative, je trouve que cet avis ne donne pas suffisamment de place. C'est réalisé et effectué dans certains hôpitaux qui peuvent en rendre témoignage. Je vais donner un nom, Valenciennes par exemple, où il y a une collaboration innovante entre l'administration, la CME et l'ensemble des professionnels de santé. Ça montre que dans notre vie mauvaise d'hospitalier, il est possible de trouver les conditions d'une vie meilleure. C'est Cathy, juste en complément, je ne sais pas si... En fait, il existe l'avis 137 du CCNE, qui lui insiste un peu plus sur cette voilà, beaucoup plus, et qui à mon avis est complémentaire. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on ne puisse pas les études. Le 137, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus d'un point de vue collectif, alors que le 140 ramène plutôt à une éthique plutôt individuelle, de façon un peu caricaturale. Ils disent que c'est en complément du 137. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que d'aller lire le 137 puis le 140, alors d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est intéressant qu'il y en ait deux au milieu. L'un, c'est sur le 138, je crois que c'est l'eugénisme, et le 139, c'est les soins palliatifs d'ailleurs. Pourquoi il y a une rupture d'ailleurs, enfin pourquoi il y a eu ces deux? Mais je trouve que de lire les deux, le 137, qui est davantage quelque chose autour, c'est l'éthique et santé publique, en fait, qui est davantage une réflexion peut-être plus sur la collectivité, comment penser nos institutions de manière plus éthique, etc., nos institutions médicales. Et le 140, qui effectivement va peut-être plus sur nos pratiques de soignants, nous ramène plus à quelque chose de plus individuel. Ou de, qui pointe la souffrance et l'hôpital. Vraiment, je vous engage à lire le 137, qui est à mon avis très complémentaire. Et puis, vous pouvez lire les 136 précédents aussi. C'est vraiment intéressant. C'est un peu hors sujet par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, mais il me semble avoir entendu lors de la présentation que vous avez faite qu'on préconise une meilleure attention apportée au patient et à son entourage. Si c'est bien ça que vous avez dit, il me semble que c'est la première fois qu'on parle de l'entourage du patient, hein, parce que dans la loi Kouchner, on parle du patient, le devoir d'information, le médecin doit s'assurer que le patient a bien compris ce qu'on explique. Et s'intéresser à l'entourage, ça me semble essentiel, ne serait-ce qu'en termes de gain de temps, puisqu'on parle beaucoup du temps pour pouvoir faire de l'éthique. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à l'entourage du patient pour gagner du temps? Le patient n'est pas toujours en état de comprendre ce qui lui arrive, comment il va être pris en charge, etc. L'entourage est peut-être plus apte à le faire. Donc, sous réserve des droits du patient, évidemment, il n'est pas question de violer le secret médical, mais sous réserve d'avoir obtenu cet accord, il me semble qu'on devrait prendre en considération l'entourage. Je vous prêchez un convaincu. Je suis aussi par ailleurs thérapeute familial systémique et donc on fait des consultations dans lesquelles on reçoit les familles de patients en situation de handicap pour s'adresser aux familles. Le patient, il est pris en charge, hein, il a 15 milliards d'intervenants. Par contre, et moi j'incite beaucoup les étudiants à faire ça, c'est à systématiquement, évidemment, demander à l'épouse du monsieur Mépigi comment elle va. Et pour ça, souvent, c'est une petite phrase, ça les embête, une petite phrase que j'ai volée au monde du rugby. Une fois, la réflexion peut nous mener bien loin, c'est quand le rugby a accepté d'avoir recours à la vidéo, ils ont protocolisé ça, et c'était au début pour savoir sur les essais litigieux, si oui ou non, ils allaient valider l'essai. Et l'arbitre sollicitait la vidéo en faisant ça. Il faisait le signe de l'écran, et il posait cette question-là. La formulation de cette phrase me plaît beaucoup. Il disait, est-ce que j'ai une bonne raison de ne pas valider l'essai? Est-ce que j'ai une bonne raison de ne pas valider l'essai? Et il partait du principe que l'essai était validé. Après, il peut y avoir des bonnes raisons de ne pas.
j'ai repris cette formulation et je dis ça aux étudiants quand ils reviennent de stage. Aviez-vous une bonne raison de ne pas rencontrer la famille? Et il faut qu'ils répondent à la question. Oh non, on n'a pas pu rencontrer la famille. Aviez-vous une bonne raison de ne pas la rencontrer? Non. Pourquoi vous ne l'avez pas rencontré? Ça devrait être obligatoire. C'est eux qui gèrent le patient malade et son handicap au quotidien. Donc, et d'ailleurs, ça vient compléter ce que vous aviez expliqué tout à l'heure sur l'incompréhension, selon les termes employés. Or, l'entourage fait souvent le lien entre le jargon médical et le patient. Il peut poser des questions pratiques en disant concrètement, je ne comprends pas, le patient se trouve en situation d'infériorité, il est en situation, et donc il est peut-être moins à même de poser la bonne question. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, le patient fait toujours et encore partie de la famille plus que de l'équipe soignante. Donc, si on le soigne, c'est pour qu'il retrouve sa place ou qu'il ait toujours sa place au sein de la famille, qui est son système d'appartenance. L'équipe soignante, l'équipe hospitalière ou l'équipe de l'EHPAD, ce n'est pas sa famille. Et donc, notre mission, elle est de faire en sorte que la famille, patient y compris, puisse poursuivre son parcours de vie. Nous, on est juste là pour les y aider. Donc, forcément, oui, la rencontre avec la famille, elle est, pour moi, elle est évidente. Et puis, le droit du patient, la loi Kouchner-Mars 2002, n'interdit pas, on pose la question à la famille, comment vous allez? Elle n'interdit pas, mais elle ne le dit pas expressément. Elle ne dit pas, parce qu'elle s'intéressait aux droits du patient. Il en avait besoin aussi des patients, de récupérer les droits, mais peut-être on a de plus en plus quand même l'épuisement des aidants, notamment par exemple avec les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Mais là, j'étais plus sur la compréhension de la pathologie, des soins et d'ailleurs, des fois, de ce qui va conduire au décès. L'importance de la personne de confiance. Oui, mais ça va même au-delà. Ça va au-delà. L'entourage n'est pas forcément la personne de confiance. Mais déjà, bien sûr. Mais après, il y a les problématiques de secret. Mais là, on est entièrement d'accord. Là, il faut vraiment préserver le droit du patient. Et une dernière question. Oui, vous parlez des aidants et quid des patients partenaires? Ils ont leur place. Oui, voilà, parce que vous avez parlé de démocratie en santé et tout, et du coup, vous laissez quelle place aux patients partenaires? En tout cas, dans l'avis, ils en parlent clairement, de toute dans la question de la démocratie sanitaire, ils détaillent un petit peu les patients partenaires, dont les patients partenaires. Ils disent, à aucun moment, vous en avez parlé, c'est pour ça que je me pose la question de comment vous l'incluez, comment vous le… Voilà. Alors, c'est ma faute. Dans la synthèse que j'ai faite du résumé, j'ai zappé ce moment-là. Mais c'est peut-être des formations professionnelles parce que pour moi, encore une fois, en tant qu'ergo, on fait intervenir des patients qui viennent enseigner aux étudiants depuis 20 ans à l'école d'ergo. Donc, pour moi, j'ai aucun souci avec ça. Je participe aussi à la formation des médiateurs santé-pairs pour les personnes en santé mentale. Donc, pour moi, oui, il y a une place évidente. Mais là aussi, ça aurait été aussi un autre débat hyper important. Il faut évidemment leur donner une place pleine et entière. Ça rajoute un niveau supplémentaire, si vous voulez, à mon avis, de difficulté dans le changement de paradigme de la tête des soignants. Déjà, de changer de paradigme et de passer d'un soin technique à retrouver un soin relationnel, ça ne va pas être simple. Si en plus, il faut inclure des patients qui viennent nous dire comment il faut qu'on bosse, c'est l'étape supplémentaire. Mais non. Alors, on va pas dire, on n'est pas là pour dire aux patients, aux soignants comment ils doivent bosser. Mais voilà, pour travailler en complémentarité plutôt au bénéfice des patients. Évidemment. Je ne sais pas si ce n'est pas prévu un autre avis, justement, dans toute la dimension de la démocratie sanitaire. Je pense que tout ça est sur le feu. Je pense que c'est un sujet à part entière, ça. Les patients partenaires ou les médiateurs santé-pairs dans la santé, je pense que c'est un sujet à part entière. Merci. Un très, très, très grand merci à tout le monde. Merci. Donc, on a relancé ce café éthique qui n'est pas dans un café où il n'y a pas à boire après. Donc, vous êtes tous invités au prochain café éthique, a priori dans un café où on pourra consommer en même temps qu'on discutera autour d'un thème. Et il me semble qu'effectivement, les avis du CCNE peuvent être
des éléments, ce ne sera peut-être pas tous les thèmes des cafés éthiques, mais je pense que travailler sur des avis… des bases de débat. C'est des bases de débat qui peuvent être vraiment très intéressantes. Un grand merci à votre santé. Merci, Patrick. C'était bien. Oui, oui, oui.